Bonsoir Julie. Bonsoir Sébastien. Je suis ravi de t'avoir parmi nos invités sur le podcast Parlons de votre mental. Je vais t'inviter à te présenter, Julie. Eh bien, donc je m'appelle Julie, j'ai 36 ans. Je suis quelqu'un de plutôt calme, mais je dirais que je suis déterminée. Je suis quelqu'un qui aime la simplicité et l'humain. J'ai fait des études de droit et ça m'a conduit à passer des concours. Je suis devenue ensuite commissaire de police. Alors, commissaire de police, c'est un métier qui est exigeant, qui requiert de l'engagement, qui nécessite surtout de solides ressources internes parce que, dans le cadre de mon quotidien, je dois gérer de nombreuses situations de crise. Et, en cela, la force mentale, c'est vraiment quelque chose qui est indispensable pour avancer et, je dirais aussi, durer sur, une idée de durer parce que on peut vite s'épuiser. Alors, si mon travail m'anime, me passionne, j'ai toujours considéré qu'il était aussi important de préserver un équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie privée. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident parce que c'est un métier qui exige une grande disponibilité. Alors, pour me préserver et assurer cet équilibre, je pratique la danse et la méditation. Je privilégie aussi, bien évidemment, des moments avec et j'aime aussi me reconnecter à la nature, aller marcher, en forêt, au bord de l'eau. C'est quelque chose qui me ressource. La danse, je dirais que c'est quelque chose qui est en moi. C'est un sport que je pratique depuis mon plus jeune âge. C'est vraiment une discipline qui m'a accompagnée tout au long de mon parcours et je dirais que ça participe vraiment pleinement de mon bien-être. Moi, ce qui est fort dans la danse, c'est que c'est une discipline qui allie le corps et l'esprit. Et en cela, ça me vide totalement, ça me transporte, j'allais dire, dans un autre monde, qui est le mien, une véritable reconnexion à mon être. Mais j'allais dire que j'ai eu besoin aussi, à un moment donné, d'avoir autre chose aussi que la danse. C'est pas toujours facile à pratiquer tout le temps. Et je me suis mise à la méditation. Et la méditation, du coup, c'est quelque chose qu'on peut faire partout, qui est en nous. Il suffit de trouver un moment de calme et de respirer, de souffler. Et c'est quelque chose qui me fait vraiment du bien et ça me permet de m'apaiser et m'apporter de la sérénité pour m'aider à lâcher prise et avoir cet équilibre que je recherche. C'est un sacré parcours, des super loisirs et des bonnes ressources pour pouvoir assumer un métier exigeant. Comment t'es venu ce goût pour la justice? Je dirais c'est quelque chose que j'ai acquis assez jeune. Déjà au collège, j'étais animée par un esprit de droiture. Je détestais l'injustice. C'était vraiment quelque chose qui me répugnait et donc j'ai été attirée naturellement par ce domaine de la justice. Au début, je voulais être juge pour enfants et puis au fil de l'eau, dans mon parcours, ma conduite, vers les études de droit et puis je suis devenue commissaire de police et même si c'était pas mon objectif, je ne regrette absolument rien. Je suis pleinement épanouie dans ce que je fais. Comment on devient commissaire de police? Alors, j'allais dire, en travaillant déjà beaucoup. C'est à la faculté, je me suis toujours attachée dans mes études de droit, aller jusqu'au bout des choses. Et surtout, ce qui a été difficile après, c'est qu'on savait quand on faisait nos études de deux, finalement, les études, c'était pas tant ce qui était important, mais ce qu'il y avait au bout. Et au bout, c'était les concours. Et les concours, c'était quelque chose de nouveau. Un concours, c'est pas comme un examen. On sait que les compétition avec d'autres personnes et qui faut être meilleur que les autres pour réussir. Donc, ça demande un travail vraiment quotidien, ne pas lâcher, s'engager et y croire jusqu'au bout, voir l'objectif et ne pas en démordre. Il me semble qu'il y a des épreuves physiques pour devenir commissaire. Oui, et je tout ne à me fait. trompe pas. Tu as dû te préparer physiquement pour passer ces épreuves. Oui. Donc, à côté du travail que je faisais, j'allais dire derrière mon bureau, à potasser les bouquins tous les jours, je faisais du sport. Donc, à cette époque, j'avais 3 cours de danse par semaine. J'allais dire, ça procurait déjà, un certain entraînement. Mais au-delà de ça, j'avais aussi pris des cours de natation. Et je faisais également de l'athlétisme. Et j'allais aussi courir et pour
Ce qui était aussi important dans ces épreuves sportives du concours de commissaire de police, c'est qu'il y avait un parcours d'habileté motrice. Donc c'était plein de petites épreuves, on va dire, liées, donc avec des pompes, des franchissements d'obstacles, une échelle. Donc j'allais dire, il fallait être rapide et en même temps être justement vite, d'où le nom habileté motrice, pour éviter d'avoir des pénalités et faire le meilleur temps possible. Tu nous as dit que tu avais pratiqué du coup la danse classique. La danse classique, c'est très exigeant physiquement, voilà, il y a beaucoup de rigueur. Est-ce que ça a pu te servir, l'exigence physique et puis aussi, on va dire, les ressources psychologiques qu'on peut retrouver dans la danse classique pour passer ce concours et ces épreuves physiques? Oui, la danse, en réalité, c'est pour ça que c'est vraiment quelque chose que j'ai en moi parce que ça m'a vraiment appris beaucoup de choses quand j'étais jeune. Enfin, c'est une discipline qui est très exigeante, qui va chercher aussi des ressources au fond de nous parce que, j'allais dire, faut apprendre dans la danse classique à souffrir en silence, en restant digne et gracieuse. Quand on monte sur pointe et qu'on sent les ampoules qui craquent et que, voilà, on sait que derrière il y a les pieds en sang, il faut pas y penser, il faut penser à la beauté du mouvement, à accomplir ce qu'on a à accomplir. Et donc pour moi, c'est justement apprendre aussi quelque part à se dépasser et ça, c'est un apprentissage de la vie en réalité pour les concours, mais aussi pour le reste. Et puis la danse classique, c'est tellement exigeant que finalement les professeurs nous complimentent pas beaucoup. Voilà, on apprend vraiment aussi à savoir se satisfaire soi-même de nos réussites. Voilà, vraiment un très bel apprentissage qui sert pour la vie, j'allais dire. Si tu regardes un petit peu en arrière et que tu dis un peu de tout ce que tu as accompli dans ton parcours, de quoi es-tu le plus satisfaite aujourd'hui? J'allais dire ce qui me rend fière justement, c'est le dépassement de soi. Voilà. Je sais que dans mon parcours, j'ai beaucoup travaillé, j'ai eu de l'engagement, de la rigueur et je me suis dépassée et j'allais dire ça a payé. Je regarde le chemin parcouru en arrière. Finalement, je me dis c'est assez dingue que j'en sois arrivée là. Étant plus jeune, on avait la vision de moi d'une jeune fille réservée, fragile, etc. Et c'est quelque chose qui me déplaisait. Je me disais, mais je suis pas ça, moi. Je veux vous prouver que je suis autre chose. Et j'allais dire, cette réussite, ça le prouve. Les fonctions que j'exerce, ça incarne la force, la solidité. Je fais aussi un métier qui est un peu considéré comme un métier d'homme. Et tout ça, ça montre que j'avais cette force en moi qui peut-être se voyait pas et que je l'ai déployée. Et ça, j'en suis fière. Tu me dis que du coup, voilà, c'est un métier plutôt d'homme. Aujourd'hui, on voit quand même beaucoup de femmes dans les métiers de la police, même en tant que militaire. Comment tu as pu t'affranchir un petit peu de cette image de ce métier qui est aujourd'hui, on le considère plus un métier pour les hommes que pour les femmes? Comment tu as fait pour dépasser tout ça? Je crois que finalement, je l'ai fait assez naturellement. J'aime bien être au contact des hommes. Déjà, j'aime l'humain. En soi, c'est m'attire. Et après, je me suis toujours dit qu'il fallait rester soi-même. Homme ou femme, je ne fais pas vraiment attention à ça. Ce qui est important, c'est la fonction, le devoir qu'on a à accomplir. J'allais dire, ça se plante. Alors, effectivement, des remarques, pas toujours agréables, mais et aussi peut-être parfois on a plus à prouver en étant une femme, mais j'allais dire avec le travail, en étant rigoureux et en ayant une certaine solidité, je pense que finalement on est pleinement accepté. Il y a une image, c'est un métier de commissaire beaucoup plus, on va dire, attaché à une image masculine, et la danse classique majoritairement pratiquée par des femmes. Quel lien entre les deux? Alors oui, c'est peut-être un peu ce qui me caractérise. Là, j'aime bien cet aspect, distorsion. Voilà. Les extrêmes, je ne dis pas que c'est les extrêmes parce que je pense que les deux peuvent s'allier. Et j'allais dire, c'est peut-être une main de fer dans un gant de velours, comme l'expression le dit. Et je pense que j'amène aussi peut-être dans ma façon de manager, de diriger les troupes, certaines bienveillance et à la fois la rigueur quand même de la danse. C'est un peu ça le point commun peut-être avec le métier de commissaire.
Mais j'allais dire que les deux, pour moi, se complètent. Et j'aime bien aussi un peu cet écart. Voilà. C'est ce qui me permet de bien peut-être scinder aussi les choses entre ma vie privée et ma vie professionnelle. L'image qui me vient, c'est le management avec grâce, du coup. Le management avec grâce. Peut-être. Avec grâce. Alors, on va un petit peu évoquer qu'est-ce que c'est le mental pour toi? Comment tu le définirais? Alors, le mental, pour moi, c'est une force. J'allais dire, dans mon métier, là encore, on peut pas faire les choses à moitié. On doit être à 100%, j'allais dire, à 200%. Je suis confrontée à des choses très noires, voilà. Finalement, peut-être à ce que la société attire. J'ai un regard qui parfois est, je ne sais pas s'il est plus juste, mais que les autres ne le voient pas. Et en cela, c'est indispensable d'avoir un bon mental parce qu'il faut savoir surmonter ces choses un peu sombres, un peu noires, et il faut savoir justement prendre du recul pour se protéger de la part des choses. Et justement, avoir un bon mental, c'est peut-être savoir mettre en œuvre cette distorsion sans que ça n'affecte nos émotions. Il faut pouvoir être prêt à affronter, à accepter ces choses noires sans que ça nous atteigne profondément. Pour surmonter on va dire, ces passages sombres dans ce que tu peux voir au quotidien? J'essaye beaucoup de me recentrer sur moi, c'est-à-dire que j'arrive à faire la part des choses. Je me dis ça, c'est mon travail, donc je mets une sorte de filtre. Je peux pas dire que c'était pas comme si c'était réel, puisque c'est forcément je mets vraiment un filtre pour essayer que les émotions que je peux avoir en moi ne prennent pas, et en restant professionnelle, en agissant dans ce que je dois faire, justement, j'arrive à me focaliser là-dessus et finalement ensuite à m'en extraire une fois que je suis sortie de cette situation. Ça, c'est un mécanisme voilà que j'arrive à mettre en œuvre. Alors je sais pas si c'est quelque chose d'intuitif ou si c'est une carapace que je me suis forgée. Comment tu définirais avoir un bon mental dans ton métier? Pour moi, déjà un bon mental, il faut que je le cultive au quotidien parce que j'allais dire si j'y fais pas attention, justement, je pourrais me laisser dépasser et pas le droit de me laisser dépasser parce que sinon ça m'affecterait trop et ça me mettrait un petit peu en péril. Donc, j'allais dire, j'ai une certaine volonté. Je vais, me fixer des objectifs, atteindre et puis me fixer des caps, voilà, des sortes de paliers pour y parvenir. Et essayer de me mettre dans les meilleures conditions possibles. Alors, est-ce que tu utilises des techniques particulières pour te mettre dans les meilleures dispositions possibles? Alors oui, souvent j'ai trait un peu à la visualisation. J'ai un peu, finalement, c'est une technique aussi qui fait partie de la méditation, mais que je mettais déjà en œuvre avant sans m'en rendre véritablement compte. Par exemple, la nuit, quand je suis réveillée dans le cadre de mon travail, c'est souvent pour me rendre sur une scène de crime très agréable. Donc, j'essaye, voilà, de m'y préparer mentalement, de visualiser ce que ça peut être et voilà, c'est vraiment une privée. Comme ça, je me sens prête avant d'y aller, de découvrir la scène. Est-ce que, du coup, voilà, dans ce genre de situation, on se réveille, on est appelé en pleine nuit, ça doit être dur de cultiver, malgré tout, l'enthousiasme, mais est-ce que, malgré tout, toi, l'enthousiasme, c'est quelque chose qu'il faut cultiver au quotidien pour rendre son mental plus performant? Oui, l'enthousiasme, pour moi, c'est vraiment quelque chose de primordial. J'aime mon métier et je trouve que l'enthousiasme, pour moi, c'est comme un moteur. C'est ce qui permet d'avancer, c'est aussi ce qui va créer l'effet d'entraînement. Et j'allais dire, dans mon métier, alors oui, je vais avoir des choses sombres, etc., mais ça a un sens. C'est-à-dire, je fais les choses pour retrouver voilà, des criminels, des délinquants et rendre une certaine justice aux victimes. Et ça, c'est quelque chose qui m'anime. Et pour ça, avoir de l'enthousiasme pour aller jusqu'au bout. Quand tu es aspiré par ces enquêtes, ces choses un petit peu sombres auxquelles tu devras faire face, est-ce que c'est pas trop difficile de se reconnecter avec soi-même sans être trop perturbé par ce qu'on a vu? Alors oui, c'est vrai que c'est pas toujours évident, même si voilà, il y a le sens, le métier qui est là. Il faut réussir à trouver des ressources internes et vraiment être en accord avec soi-même, essayer de se ressourcer, de faire le vide en fait.
c'est pas évident, mais le vide, je peux le faire en soufflant, en relâchant, en essayant de tout relâcher, en ayant là encore peut-être la visualisation d'images positives qui vont m'extraire de ce cadre. J'essaye de m'en extraire de cette façon. Si je te parle de confiance en soi, qu'est-ce que ça te parle? Est-ce que tu es quelqu'un qui a confiance en toi à la base? Alors à la base, pas trop en fait. Mais c'est quelque chose que je travaille. J'allais dire, je trouve que l'excès de confiance en soi peut conduire à des contenus, mais en même temps, le manque de confiance en soi, il faut pas que ce soit un frein à sa propre progression, à son évolution. Je suis pas quelqu'un qui a confiance en soi, et si je regarde quand même en arrière le chemin que j'ai parcouru, je me dis quand même des raisons d'avoir confiance en moi. Si je suis arrivée où je suis, c'est que quand même, voilà, assurée malgré tout, et qu'il faut que je me fasse confiance. Donc, j'essaye, voilà, de me dire que je dois avoir confiance en moi. Je dis souvent que la confiance en soi, elle se construit aussi par des essais-erreurs. Qu'est-ce que tu penses du droit à l'erreur? Oui, je pense qu'on a droit à l'erreur. Et même, on apprend de ses erreurs. Alors, c'est sûr qu'on a fatalement peur de l'échec, c'est quelque chose d'agréable d'échouer. Et en même temps, j'allais dire, c'est aussi par ces échecs que, en analysant pourquoi on a échoué, on va comprendre, voilà, les clés, avoir les clés et prendre les mécanismes qu'il faut mettre en œuvre justement pour dépasser cet échec. Et du coup, c'est important pour avancer finalement de subir des échecs. Dans un métier comme le tien, qu'est-ce qu'on pourrait considérer comme être un échec? L'échec, ce serait de ne pas tout mettre en œuvre, résoudre une enquête, parvenir jusqu'au bout. Voilà. J'ai une obligation de moyens. Voilà. Si le résultat peut dépendre, voilà, d'événements extérieurs sur lesquels je ne peux pas agir, en tout cas, les moyens, je les ai et je dois les mettre en œuvre. Si je les mets pas en œuvre, quelque part, c'est pas bon. Le regard des autres, est-ce que ça te parle? Oui, le regard des autres, c'est souvent difficile de s'en affranchir, mais surtout quand on manque de confiance en soi, on va souvent chercher un peu l'approbation, les compliments dans le regard des autres. Et en même temps, j'allais dire, on peut pas toujours compter sur le regard des autres, et puis on n'a pas toujours les compliments. Parfois, le regard des autres peut être finalement plus négatif que positif, et nous plus de mal que de bien. Donc, je pense qu'il faut finalement être en accord avec soi-même et puis savoir pourquoi on va faire les choses, et finalement s'affranchir du regard des autres pour ne pas le percevoir comme un jugement. Tu disais tout à l'heure que c'était un métier d'homme. Est-ce que le regard des autres, plutôt d'hommes sur une question exercée par une femme, c'est quelque chose? Oui, sauf que j'allais dire finalement, peut-être aussi c'est l'évolution de la société avec l'égalité homme-femme qui est une valeur qui est de plus en plus présente. J'allais dire que finalement être une femme dans mon métier suscite malgré tout l'admiration. Alors l'admiration, je dirais peut-être plus des personnes qui sont extérieures à cette profession. Après, à l'intérieur, on peut tomber sur des hommes un peu machos, etc. Mais après, je pense que c'est une question de personnalité, d'humilité et de réussir à se faire accepter. Et finalement, si ça convient pas aux autres, je m'en affranchis parce que moi, je suis bien dans ce que je fais. Quand on regarde souvent les séries télévisées, alors je sais pas si on est loin de la réalité de ce que tu peux vivre au quotidien, mais les rôles principaux de commandants ou de commissaires sont souvent joués par des femmes et dirigent des équipes d'hommes. Oui, c'est vrai. Je pense que peut-être aussi télé, les séries, solutions de la société et veut montrer aussi une certaine féminisation. Après, ce que je trouve qui est très riche en réalité, moi j'aime bien être en binôme avec un homme, parce que je trouve qu'on n'a pas la même vision des choses, pas les mêmes façons de faire, de procéder, et en réalité, il y a une réelle complémentarité entre un homme et une femme, et que on forme en général une bonne équipe à la tête justement des groupes, des troupes d'un service quand il y a un homme et une femme. Comment on fait dans ton métier où du coup tu as de choses à surmonter, des choses sombres aussi, du coup, comme tu disais justement, pour rester positive
au quotidien? Justement, j'essaye de me remémorer le sens profond de mon métier, pourquoi je fais ça, que je veux apporter à mon prochain, aux victimes. Et j'ai la chance de faire un métier vers l'humain qui est vraiment utile. En tout cas, je le considère comme utile aux autres et qui a du sens. Et je pense que c'est ça qui m'aide à rester positif. Le but de celui-ci, le sens. Motivé, tu fais comment? Alors moi, pour me motiver, je me fixe un objectif et c'est ce qui va me guider, me donner la force. Voilà, je vais trouver du sens justement à ce que je vais faire et c'est ça qui va vraiment nourrir ma motivation. Ça t'arrive d'avoir je pense que tout le monde, des hauts et des bas? Oui. Donc du coup, comment tu gères ça? J'allais dire, il faut essayer de pas tomber trop bas, bien évidemment. Et quand je suis dans une phase un petit peu moins bien, j'essaye justement d'aller puiser dans mes ressources, faire autre chose, m'extraire. Si je vais moins bien, c'est que j'ai pas suffisamment écouté mon corps. Donc c'est le moment où il faut se reconnecter à soi et donc aller se dépenser. Parfois, je sens que j'ai vraiment besoin d'aller me dépenser de l'énergie pour vider mon mental, mon esprit et retrouver mon corps. Parce que justement, une fois que celui-ci sera bien, retrouver un bon esprit. J'allie le corps et l'esprit pour le coup et ce sont les vases communicants. Certaines personnes pensent qu'il faut un plan pour réussir. D'autres, on va dire, suivre un chemin et le suivre un petit peu au feeling. Toi, tu serais plutôt quel type de personne? Je pense pas qu'il faille un plan pour réussir, parce qu'en réalité, la réussite, elle ne dépend pas uniquement de nous. Alors même si bien sûr notre action est déterminante, il faut bien évidemment se donner les moyens de réussir. Donc moi, je me fixe un cap, et puis peut-être plusieurs étapes, un petit peu comme des éléments qui vont être des clés pour parvenir à notre objectif, à la réussite, à l'aspect volonté. Mais je pense pas qu'il y ait un plan parce que finalement, on peut s'en extraire et si on voit que le chemin à un moment donné qu'on prend est pas forcément le bon, eh bien on peut en rouge et parvenir malgré tout à l'objectif qu'on s'est fixé. Le mot stress, le mot pression, est-ce que c'est des mots qui te parlent? Oui. Alors le stress, là, fait partie un peu de mon quotidien. Alors comment je fais pour gérer ça? Pas toujours évident, mais c'est quelque chose qui est quand même primordial. J'allais dire, sinon, ça peut nous annihiler. Donc, c'est surtout pas ce qu'il faut faire. Donc, j'évalue la situation. Je vais voir sur quels éléments je suis en mesure d'agir et je vais passer à l'action, en fait. Je trouve que quand on est dans l'action, la pression, on va la ressentir. Et puis, je vais faire les choses de manière que je vais analyser rapidement la situation, déterminer ce qui est le plus urgent, le plus important, ou en étant dans l'action, la pression pour moi va diminuer. Est-ce que tu utilises des techniques particulières pour gérer le stress ou la pression? Avant, quand je sais que je vais être dans une situation de stress, de pression, j'aime bien respirer profondément deux, trois fois et puis parfois aussi me relâcher. Je me souviens avant les concours, je faisais ça. Je mets la tête complètement en bas, je relâche tout, les bras ballants, je souffle, je respire pour évacuer les tensions. Et ça, c'est quelque chose, je trouve, qui me calme, ça me fait du bien. Est-ce que dans la police, vous utilisez également les outils TOP, c'est-à-dire les techniques d'optimisation du potentiel pour gérer tout ce qui est en lien avec la gestion du stress, la pression? Alors oui, ils ont développé des stages, mais j'allais dire c'est finalement peut-être beaucoup plus ouvert de manière assez récente. Je pense que auparavant, il y avait quelques stages qui existaient, mais pas aussi généralisés qu'aujourd'hui. J'ai pas encore eu l'occasion de faire ces stages, mais c'est vraiment un objectif que je me suis fixé. Que ça fait appel à des techniques. Alors je sais que la méditation, la respiration en font partie, donc c'est déjà quelque chose, une base que j'aurais déjà. J'ai envie effectivement de découvrir les autres méthodes utilisées pour justement mieux gérer peut-être certaines situations tendues et aussi apprendre à récupérer, parce que j'allais dire parfois ce qui est difficile, c'est le manque de sommeil. Il faut rester au top, c'est le cas de le dire, toute la journée alors qu'on s'est levé très tôt, parfois on n'a quasiment pas dormi. Il faut trouver les ressources pour être
encore efficace. Et là, pour le coup, il faut vraiment éviter le droit à l'erreur, mais là, pour le coup, vraiment l'éviter parce qu'il y a des enjeux assez importants derrière. La psychologie de la performance enseigne à se focaliser sur ce qu'on peut contrôler plutôt que sur le reste. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais toi aussi dans ton quotidien, dans ton travail? Bah oui, finalement, je savais pas réellement que c'était la psychologie de la performance qui enseignait justement à se focaliser sur ce que l'on pôlait plutôt que sur le reste. Et finalement, c'est quelque chose que je faisais plutôt naturellement, en me disant que bah oui, je peux pas avoir de pouvoir sur tout. Je fais sur ce sur quoi je peux agir, et puis tant pis pour le reste. Il faut savoir aussi lâcher prise. Donc, quand tu mènes une enquête ou quand tu es au travail, je suppose que tu as besoin d'avoir des ressources pour rester bien concentré. Comment tu t'y prends? J'essaye, quand j'ai véritablement d'une bonne concentration, j'essaye de me mettre un peu dans une bulle, et puis je vais essayer de me focaliser sur l'objectif que j'ai à atteindre pour éviter que ma concentration se dissipe. Ça marche pas trop. C'est-à-dire que le problème, c'est que je suis très souvent sollicitée par diverses choses, donc je passe souvent du coq à l'âne, et pour le coup, ça, c'est difficile de se concentrer. Donc parfois, si ma bulle ne fonctionne plus, bah, je vais m'extraire un instant, sortir complètement de ce que je suis en train de faire, et puis savoir regarder par la fenêtre, voilà, quelques instants, même très peu de temps, mais ensuite pour mieux pouvoir me remettre dans ce que je suis en train de faire et retrouver une meilleure concentration. Tout à l'heure, tu nous disais que tu étais quelqu'un de déterminé. Oui. Et est-ce que tu penses que pour avoir une force mentale, il ne faut rien lâcher? Alors, rien lâcher, je ne sais pas, parce que je pense qu'il faut quand même avoir une certaine partie de lâcher prise. Et en revanche, il faut y croire jusqu'au bout et donner le maximum de soi pour atteindre l'objectif. Il faut vraiment aller jusqu'au bout. Après, bien sûr, il faut pas aller jusqu'au point de rupture, hein, parce que ça peut être pire que bien. Mais vraiment, il faut savoir où on veut aller, et voilà. Pas s'avouer vaincu tôt. Il faut bien se connaître, je pense. Je dirais que la force mentale et détermination sont liées. Oui. Pour moi, c'est vraiment intimement lié. La détermination, je dirais que c'est plus savoir où on veut aller. Et la force mentale, c'est plutôt ce qui va nous conduire à l'objectif. Et puis, surtout, ne pas abandonner ou s'avouer vaincu en chemin. Je vais revenir un petit peu sur la danse classique. Tu me disais tout à l'heure, ou contexte un podcast, que du coup, dans ce classique, souvent, quand on fait des pointes et tout ça, on peut rentrer avec les pieds en sang. Il faut apprendre à supporter la douleur pour, en tout cas, faire ses pointes et progresser. Est-ce que tu penses que pour progresser, est-ce qu'il faut apprendre à supporter cette douleur et passer par exemple, quand on est à la danse classique ou dans un métier, apprendre à souffrir pour aller de l'avant? Alors, j'allais dire, j'ai un peu évolué justement sur la notion de douleur, parce que j'ai souvent beaucoup donné. Peut-être parfois, je me suis rendu compte après que j'étais allée trop loin. Et donc, oui, il faut savoir supporter la douleur, c'est sûr. Mais j'allais dire, je nuancerais mes propos en disant qu'il faut savoir aussi écouter justement le corps et les limites de son corps. D'où la nécessité de bien se connaître. Mais si on dépasse nos limites, on s'effondre en réalité. Et donc, je pense que voilà, la souffrance, oui, il faut pas, trop s'écouter, parce que sinon, peut-être parfois on ne fait pas grand-chose. Le corps, il nous connaît, et à un moment donné, il peut nous dire attention, là, tu dépasses les limites. N'arrive pas au point de rupture, après, c'est trop tard. On arrive sur la fin du podcast, et j'aurais envie de te poser la question. Si tu devais nous donner tes secrets pour avoir un bon mental, qu'est-ce que ça serait pour toi? Pour moi, ce qui est très important, c'est d'être en accord avec soi-même. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, être bien dans son corps et dans son esprit. Il y a une certaine complémentarité entre les deux, et ce sont les vases communicants. Et je dirais, il faut pas se mentir à soi-même et savoir pourquoi on fait ou on veut telle ou telle chose. Est-ce que tu fais appel à des phrases clés dans ton quotidien ou dans des situations, ou est-ce que tu as des mots, ressources pour t'ancrer? J'ai lu récemment une citation de Nelson Mandela qui m'a beaucoup plu, et qui, je trouve, fait réellement sens pour moi, et qui est vraiment justement pleinement en accord avec le mental. Il dit: je ne perds jamais,
soit je gagne, soit j'apprends. C'est une belle citation. Est-ce que tu aurais une lecture du moment à nous conseiller? Eh bien, pour une petite lecture, j'allais dire aussi axée sur soi et de bien se connaître, je suis en train de lire un petit livre qui s'appelle L'apprentissage de l'imperfection de Tal Ben-Sahar. C'est un petit livre qui est très instructif sur sa façon d'être. Il distingue en fait le perfectionniste de l'optimaliste et il montre en réalité comment le perfectionnisme va pouvoir s'enfermer quelque part dans une spirale pas si vertueuse que ça. Et que justement, ne parvenant jamais à atteindre la perfection, on en veut toujours plus. Contrairement à l'optimaliste, qui lui va plutôt s'attacher au chemin parcouru. Et ça, c'est très important. Je trouve que ça fait vraiment sens dans ce qu'on a dit tout au long de cette interview. Il faut savoir accepter finalement les obstacles dans sa projet. On va rester sur cette belle synthèse de ce livre que je remettrai certainement dans les liens du podcast pour ceux qui voudraient aller le lire. Et Julie, je te remercie pour le temps que tu as pu consacrer à ce podcast et je te souhaite une bonne continuation dans ton métier et puis aussi du coup une bonne continuation dans le développement des outils que tu vas pouvoir en tout cas utiliser prochainement si tu fais tes stages top pour continuer à être au service de la justice et des citoyens. Merci à toi. Merci Julie.